Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo consacrée au troisième chapitre intitulé Probabilité. Donc tout d'abord, le calcul des probabilités, il a pour objet l'étude des phénomènes aléatoires. Donc les phénomènes aléatoires, ça veut dire des phénomènes dus au hasard. Donc il trouve son origine dans des jeux de hasard qu'on pratiquait dès l'Antiquité, mais surtout au XVIe et XVIIe siècle. Actuellement, le calcul des probabilités, donc c'est un domaine qui est voisin des statistiques, c'est un domaine qui est très proche d'autres branches des maths pures. Sa maîtrise, elle est très importante dans beaucoup de domaines, comme la physique, la chimie, la biologie, la médecine, la psychologie, la sociologie, l'économie ou encore les sciences politiques. Donc tout d'abord, on va voir intuitivement ce que ça signifie. Donc tout d'abord, une définition, une expérience aléatoire, c'est une expérience qui possède les deux propriétés suivantes. Premièrement, on ne peut pas prédire avec certitude le résultat de l'expérience. Et deuxièmement, on peut décrire, avant l'expérience, l'ensemble des résultats possibles. Premier exemple, jeter une pièce de monnaie. Donc ça, c'est une expérience aléatoire, parce que premièrement, avant de la lancer, on ne peut pas savoir à l'avance avec certitude si elle va tomber sur pile ou face, mais néanmoins, on peut décrire tout ce qui peut arriver. Donc, à savoir ici qu'elle tombera soit sur pile, soit sur face. Autres exemples d'expériences aléatoires, jeter un dé, tirer une carte dans un jeu de 52 cartes, ou encore jouer à la loterie. Donc, que ce soit la loterie suisse, l'euro million, etc. Petit exemple. Quelle est la probabilité? Donc, quand on demande quelle est la probabilité, il faut comprendre ça comme combien de chances sur combien a-t-on d'obtenir pile lorsqu'on jette une pièce de monnaie. On a envie de dire qu'on a une chance sur deux. Donc dans ce cas-là, on dit que la probabilité, c'est 1 demi. Maintenant, autre exemple. On va jeter un dé. Quelle est la probabilité d'obtenir un résultat impair? Donc intuitivement, qu'est-ce qu'on a envie de dire? On a envie de dire que pour que le résultat soit impair, donc il faut que le dé il retombe soit sur 1, soit sur 3, soit sur 5. Donc il y a 3 possibilités sur 6. Donc on dit que la probabilité c'est 3 sixièmes, parce que 3 chances sur 6, mais 3 sur 6 c'est une demi. Donc on a une chance sur 2 et la probabilité vaut une demi. Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3? Un multiple de 3 sur un dé, c'est soit il retombe sur 3, soit sur 6. Donc 2 chances sur 6, c'est-à-dire un tiers. Quelle est la probabilité d'obtenir un résultat strictement inférieur à 5? Donc ça veut dire inférieur à 5, mais 5 non compris. Donc ça veut dire qu'il retombe soit sur 1, soit sur 2, 3 ou encore 4. Donc 4 chances sur 6, c'est-à-dire 2 chances sur 3. Donc une probabilité de 2 tiers. Un résultat supérieur ou égal à 1. Donc ça veut dire que le dé doit retomber soit sur 1, soit sur 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc il y a 6 chances sur 6, c'est-à-dire une probabilité de 1. Et on peut aussi dire de 100%. Maintenant, quelle est la probabilité d'avoir un résultat strictement supérieur à 6? Donc plus grand que 6, mais 6 non compris. Donc, ça veut dire qu'il doit ni retomber sur 1, ni sur 2, ni sur 3, ni sur 4, ni sur 5, ni sur 6. Donc il y a 0 chance sur 6, donc une probabilité nulle. Donc déjà au travers de cet exemple, qu'est-ce qu'on observe? On observe que la probabilité, en fait, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Donc la probabilité, elle vaut 0 pour un événement impossible et 1, c'est-à-dire 100%, pour un événement certain. Donc un événement certain, c'est un événement qui arrive forcément. Donc, quand on jette un dé, le résultat il est toujours supérieur ou égal à 1. Et entre deux, on obtient un nombre compris entre 0 et 1. Et finalement, sans s'en rendre compte, on a appliqué ce qu'on appelle la formule de Laplace. Et moi, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Donc, en fait, on admet, il est assez naturel
d'admettre que la probabilité qu'un événement se réalise, en fait, c'est quoi? C'est le rapport entre le nombre de possibilités que l'événement a de se produire et le nombre total de possibilités. Donc, la probabilité d'un événement A, donc un événement, c'était par exemple obtenir un résultat impair, qu'est-ce qu'on a vu encore? Obtenir un résultat plus petit ou égal à 5, etc. Donc, on peut calculer cette probabilité à l'aide de la formule de Laplace comme nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Donc, quand on jette un dé, le nombre de cas possibles, bah, c'est 6. Si on jette un jeu à pile ou face, c'est 2. Si on joue à l'euro-million, bah, c'est le nombre de cas possibles, c'est le nombre de manières différentes qu'il y a de remplir une grille, etc. Et puis le nombre de cas favorables, bah, c'est parmi tous les cas possibles, combien respecte la condition de l'événement. Donc, par exemple, si on veut obtenir un résultat impair quand on jette au dé, bah, le nombre de cas favorables, c'est 3, bah, c'est le nombre de cas possibles qui respectent le fait d'avoir un nombre pair. Mais finalement, cette formule, donc la formule de Laplace, elle n'est pas toujours valable. Elle est valable uniquement quand les cas possibles, ils ont tous la même probabilité de se réaliser. Donc on dit qu'ils sont équiprobables. Donc qu'est-ce qu'on entend par là? On entend par là la chose suivante. Donc quand on jette un dé, bah, finalement il tombe pas plus souvent sur 4, ni moins souvent que sur 5 par exemple. Ou bien puis quand on jette une pièce de monnaie, elle tombe autant souvent sur pile que sur face. Donc on dit que l'événement tombé sur pile et tombé sur face sont équiprobables. Par contre, si on voulait jouer à pile ou face avec une pièce truquée, ben, la formule de Laplace, elle ne serait plus valable. Et si on avait un dé truqué qui fait que celui-ci retombe le plus souvent possible sur 6, ben, tout ce qu'on a fait dans l'exemple précédent, ça ne joue plus. Finalement, dans l'introduction que l'on a vue, la principale difficulté, bah, finalement, c'est de compter le nombre de cas possibles et le nombre de cas favorables. Et on va consacrer pas mal de temps à cette problématique. Et c'est l'objet de la branche qui s'appelle l'analyse combinatoire. On va commencer avec un exemple introductif. Donc, imaginons maintenant que 3 équipes de sport participent à un tournoi dans lequel sont déterminées une première, une deuxième et une troisième place. La question qu'on peut se poser, c'est la chose suivante. De combien de manières différentes on peut classer ces 3 équipes? Donc, pour faciliter les choses, ces 3 équipes, on va les appeler par les lettres A, B et C. Donc, parmi les équipes A, B et C, donc une fois qu'elles auront fait le tournoi, combien de classements différents de ces équipes on peut envisager? Donc, pour structurer la chose, on va faire un diagramme en arbre. Donc, tout d'abord, pour la première place, on peut envisager que celle-ci soit occupée soit par l'équipe A, soit par l'équipe B, soit par l'équipe C. Maintenant, qu'en est-il pour la deuxième place? Si c'est l'équipe A qui est première, bah, cette équipe A ne peut pas en même temps être deuxième. Donc la deuxième place revient soit à B, soit à C. Si l'équipe B était première, à ce moment-là, bah, ça sera soit A, soit C, qui se classera deuxième. Et si c'est C qui est première, ça sera A ou B à la deuxième place. Et si A est première et B deuxième, à ce moment-là, on a l'équipe C qui est troisième. Donc ça donne comme classement premier A, deuxième B, troisième C. On peut envisager un deuxième classement qui est premier A, deuxième C, troisième B, premier B, deuxième A, troisième C, etc. Donc on voit qu'il y a 6 classements différents. Et finalement, qu'est-ce qu'on observe? On observe que le nombre de possibilités de classement qu'il y a, donc c'est-à-dire 6, c'est rien d'autre que le produit du nombre de possibilités d'attribuer la première place. Donc il y a 3 possibilités d'attribuer la première place.
Donc on multiplie par le nombre de possibilités d'attribuer la deuxième place, parce que sachant que la première place est attribuée, il ne reste plus que 2 possibilités pour la deuxième place. Et on multiplie encore par 1, donc le nombre de possibilités de la troisième place. Principe fondamental de l'analyse combinatoire. Si une épreuve est composée de 2 opérations successives, la première pouvant mener à n1 issues différentes et la deuxième à n2 issues différentes, alors l'épreuve peut se réaliser de n1 fois n2 de manière différente. Donc si on revient à l'exemple d'avant, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un classement, donc dans lequel il s'agissait de faire 2 opérations. La première, attribuer la première place, donc il y avait 3 issues possibles, et la deuxième opération, c'était déterminer qui finira deuxième, donc il y avait 2 possibilités, et comme on l'avait expliqué, il y avait 2 fois 3 égale 6 classements possibles, donc c'est exactement ce que ce résultat signifie. Chose importante, le but de l'analyse combinatoire, c'est pas de faire la liste de toutes les possibilités, parce que c'est souvent long et fastidieux. Dans l'exemple précédent, là, ça allait encore. Mais imaginez s'il fallait faire la liste de toutes les possibilités qu'il y a de remplir une grille à l'euro million, on s'en sortirait plus. Mais le but, c'est de déterminer combien il y a de possibilités par calcul. Maintenant, je vous propose encore un exemple. Dans une classe de 12 filles et de 9 garçons, donc de 21 élèves au total, de combien de façons peuvent être choisis un président de classe, un vice-président, un trésorier et un secrétaire? Mais il y a des contraintes. Le trésorier doit être une fille, le secrétaire un garçon, et un étudiant, il ne peut pas cumuler de fonctions. Donc maintenant, si on regarde le trésorier, ça va être une fille. Donc, pour le rôle de trésorier, il y a 12 possibilités. Comme le secrétaire doit être un garçon, il y a 9 possibilités. Donc il reste pour la fonction de président, parmi les 21 élèves, sachant qu'ils ne peuvent pas cumuler, et puis qu'il y a une fille trésorière et un garçon secrétaire, il restera 19 possibilités pour le président et 18 pour le vice-président. Pourquoi 18? Parce que ni la trésorière, ni le secrétaire, ni celui qui sera président. Donc combien il y a de possibilités? Tout simplement 12 possibilités pour être trésorier, fois 9 possibilités pour être secrétaire, fois 19 candidats potentiels à la présidence, et fois 18 à la vice-présidence. Donc ce qui fait 36 936 choix possibles. Autre exemple, combien peut-on former de nombres entiers de 4 chiffres si ces nombres doivent être des multiples de 5? Donc pour le chiffre des milliers, c'est l'un des chiffres, sauf 0, donc 9 possibilités pour le premier chiffre. Pour le chiffre des milliers, pour le chiffre des centaines, il y a 10 possibilités. On peut avoir un 0, c'est pas interdit. Pareil pour le chiffre des dizaines, mais comme on doit avoir un multiple de 5, ce nombre doit se terminer soit par 0, soit par 5. Donc 2 possibilités, et ça fait 1800 nombres. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, et à bientôt pour la deuxième partie.